Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine, on va parler de fécondation in vitro, aussi appelée FIV, et pour en discuter, Martine et Élise nous racontent leurs histoires. Elles ont toutes les deux eu des parcours différents, mais surtout à 20 ans d'intervalle. Vous découvrirez à travers leurs histoires qu'il y a d'un parcours à l'autre des chemins complètement différents qui se tracent. Également, vous pourrez comprendre à quel point il est primordial d'être bien accompagné dans cette démarche et d'avoir une volonté incroyable pour tenir bon. Et on vous laisse avec l'épisode, bonne écoute. Alors bonjour Martine et Élise. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on vous reçoit donc pour parler de la FIV, qui est la fécondation in vitro. Martine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je suis donc Martine, j'habite en région parisienne, j'ai la chance depuis bientôt 30 ans d'être la maman d'une charmante petite fille, qui a bien grandi, mais je suis passée par différentes étapes effectivement depuis 1983. Dont la FIV du coup. Oui. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. On va en savoir plus après. Oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, Élise, est-ce que tu peux aussi te présenter, s'il te plaît ? Donc bonsoir, moi c'est Élise, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 8 ans, donc issue d'une FIV, et un petit garçon de 2 ans qui lui est arrivé naturellement. Et j'habite à Poissy, en région parisienne aussi. Ok, donc 2 parcours, je pense, quand même assez différents. Mais qui vont se rejoindre peut-être sur plusieurs points. On va découvrir au fil de l'épisode. Et ce qui nous intéressait, c'était aussi de comparer vos expériences, parce que vous n'avez pas eu recours à la FIV au même moment, mais de voir peut-être s'il n'y a pas des choses qui ont changé. Déjà, maman, oui. C'est moi l'enfant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà comment ça s'est passé, quel parcours tu as eu, qu'est-ce qui t'a mené à la fécondation in vitro ? Donc je me suis mariée en septembre 1983. Nous étions très impatients d'avoir des enfants et bon, mais ça ne venait pas, donc on a bien sûr commencé toute une batterie d'examens, ensuite des inséminations avec donneur, et par la suite, donc au bout d'un certain nombre d'inséminations, je crois que ça devait être à peu près 29, quelque chose comme ça. Oui, c'était un parcours très difficile, avec beaucoup de déceptions, bien sûr, à chaque fois. Et ensuite, donc, on en est venu à la FIV. Donc, j'ai eu 2 FIV au total. Et ça, c'était dans les années 91. Oui, c'était en 91, exactement. Et donc, elles se sont bien sûr malheureusement soldées toutes les 2 par des échecs. Mais au bout de 5 à 6 semaines environ. Et par contre, je suis tombée 2 fois enceinte, une fois de 2 embryons, de 2 bébés, et la deuxième fois de 3. Parce qu'à mon époque, on implantait à peu près 3 embryons à chaque fois. Mais du coup, c'est quoi la différence entre être inséminé et faire une FIV ? Simplement, l'insémination était réalisée donc avec une stimulation ovarienne. Et ensuite, j'ai dû recourir donc à une petite... C'était des mini-interventions en fin de compte, à mon époque. En fait, tu veux dire que tu étais en train d'ovuler et on intervenait pour mettre les spermatozoïdes directement dans les ovules. Tout à fait. Alors que la FIV, tu as déjà les embryons, les embryons qui sont implantés directement dans ton utérus, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et j'ai dû donc ensuite renoncer pour des questions de santé. Voilà. Et donc c'était un parcours extrêmement difficile. En 92, j'ai dû tout arrêter. Et les problèmes de santé, ils étaient liés à la FIV ? Bien sûr, d'accord. Ils étaient liés à toutes les stimulations ovariennes. Pourquoi ? Parce que c'est quoi les risques quand tu fais une stimulation ovarienne ? C'est artificiel et ton organisme en prend forcément des coups au fur et à mesure. C'est des contre-coups même. Sans compter les déceptions, bien sûr. Du coup, est-ce que les problèmes de santé, tu les as vus apparaître assez rapidement ?
Ça a été un peu comme un contre-coup. Ça a été un contre-coup, enfin, j'en ai eu au fur et à mesure, lié bien sûr aux stimulations ovariennes, mais il était grand temps d'arrêter. Voilà. Et de toute façon, il fallait renoncer. Et voilà, ça n'a pas été de gaieté de cœur, bien sûr, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop pour se préserver. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que tu aurais pu te retrouver avec des triplés. Tout à fait. Ok. C'était le cas. Mais malheureusement, ça n'a pas duré plus de 5 à 6 semaines. Et c'est quoi? C'est parce que ton corps a rejeté. Tu avais des fausses couches en fait, c'est ça? Oui, mais pour quelle raison exactement, on ne sait pas. Et du coup, pour toi, Élise, est-ce que ça a été un peu le même cheminement ou pas du tout? Alors, pour moi, non, pas du tout. On a commencé par me donner des inducteurs d'ovulation par voie orale. Et une fois que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des contrôles prise de sang, échographie, pour voir où on en est au niveau de notre cycle, si on est en train d'ovuler ou pas. Enfin, il y a aussi ça. Hein. Ça, c'est beaucoup de contraintes. Voilà, avant de commencer, il y a déjà pas mal de contraintes. Alors déjà, un suivi qui est assez lourd. Voilà, c'est ça. Avant déjà de pouvoir obtenir un traitement, même un simple inducteur d'ovulation, il faut vraiment qu'on ait fait des essais sans se protéger, etc. Pendant bien 1 an déjà. Donc c'est. Ensuite, il y a le papa qui doit faire un spermogramme vraiment précis. Et puis nous qui devons du coup aussi subir des examens qui sont parfois très douloureux, dont un, je me souviens, qui s'appelle une hystérosalpingographie. Donc en fait, c'est Le nom, ça donne envie. Voilà. Oui. C'est l'examen pour voir si les trompes sont bouchées. C'est un examen, il faut savoir, qui est très douloureux. On injecte un produit de contraste en fait au niveau des ovaires et puis qui rentre jusqu'aux trompes, jusqu'à l'utérus, etc. On vous demande de prendre des positions sur le côté, etc. Enfin, c'est vraiment douloureux. J'avais pas été prévenue non plus de la douleur. Après, je pense que peut-être heureusement parce que sinon, je sais pas si je l'aurais fait. Mais c'est des examens qui sont compliqués. Voilà, et donc moi avec l'inducteur d'ovulation ça n'a pas fonctionné juste avec le comprimé. Je suis passée du coup aux inséminations, donc comme Martine. Et puis les comprimés combien de temps avant qu'ils décident de passer Je crois que j'ai dû les prendre 3 mois. D'accord. Mais il faut savoir que normalement entre chaque cycle, c'est-à-dire qu'une fois que tes règles arrivent, normalement tu dois attendre 1 mois pour mettre tes ovaires au repos. Et tu peux reprendre qu'1 mois après. C'est parce que comme dit Martine, ça fait certains dégâts sur le corps quand même. C'est pas anodin, c'est des hormones artificielles, c'est un bourrage de... Et plus on avance dans la manière de procéder, plus c'est des injections, comment expliquer, plus on nous injecte de produits en fait, et du coup ça va crescendo. Donc les symptômes, ça vient crescendo aussi. Qu'est-ce que tu as pu avoir toi observé comme symptômes? Des bouffées de chaleur, des maux de ventre, des sauts d'humeur, des états de dépression, de déprime, des maux de tête, tout ce que provoquent les hormones, par exemple quand on va avoir ses règles. Alors au début avec les comprimés non pas fois 1000. Ensuite je suis passée aux inséminations artificielles. Donc moi c'était pas avec donneur, c'était avec le papa parce qu'on était le papa avait un petit souci, mais il y avait possibilité que ça fonctionne. Par contre je suis étonnée du nombre d'inséminations que Martine a fait parce que 29 ça n'existe plus de nos jours. Non. Toi c'était il y a 8 ans. Ouais, 8 ans. Oui. C'est maximum 5 je crois. D'accord. Maintenant il me semble. Oui, ça n'a rien à voir. Non. Donc j'ai... Toi, Martine, il n'y avait pas de nombre particulier, c'était tant qu'on peut, on essaye. Tant qu'on peut, on essaie, on y croyait dur comme fer. Et d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui as dit j'arrête parce que je ne peux plus, ou est-ce que c'est le corps médical qui t'a dit madame, on arrête parce que vous ne pouvez plus, c'est trop dangereux? Non, c'est moi qui ai dit parce que je sentais bien que ça commençait à être difficile. Mais ce qui veut dire que tu aurais pu continuer. Si toi t'avais dit on y va, tu continuais. J'aurais pu continuer, mais bon, après tout ce parcours et tous les examens effectivement dont Élise a parlé, je les ai faits aussi. Voilà, et c'était donc... il faut
malgré que ce soit un crève-cœur, il faut savoir dire stop à un moment donné pour rester en vie. Ouais. Du coup, Martine, les 29 inséminations que tu as fait, est-ce que tu as eu des pauses entre chaque cycle Alors, c'est vrai que c'est un petit peu loin dans ma mémoire, là, j'avoue. Je me souviens plus de tous les détails. Puis, il y a peut-être des choses que j'ai vraiment voulu oublier après tout ça. Mais je me souviens qu'on est monté au fur et à mesure dans l'échelle des contraintes et dans l'échelle des inséminations. Elles ont été au départ, au tout départ avec le spermogramme, enfin avec les spermatozoïdes du papa de Pauline, mais très vite on s'est aperçu qu'il y avait un problème, donc il a fallu aller vers le sécos pour avoir des paillettes. Enfin, ça se fait pas comme ça, hein, c'est par étapes et des démarches et avec des examens et des entretiens psychologiques. Donc vous êtes accompagné quand même. Ah oui. Au niveau des inséminations avec donneur. C'est plus peut-être pour voir un peu, est-ce que vous êtes préparé à suivre le parcours plutôt que de vous accompagner Personnellement, j'ai pas été forcément accompagnée parce qu'en fait, j'ai commencé par être suivie par mon gynécologue tout simplement, qui m'a prescrit les ordonnances et je me suis débrouillée avec ça en fait. Et voilà. Après, là où ça m'interpelle ce que tu dis, Martine, c'est que par exemple, moi, à mon époque, il y a 8 ans, il se serait tout de suite rendu compte en fait que du coup, le sperme de ton mari n'était pas bon. Enfin, ça ne pouvait pas... Oui. Et du coup, on t'aurait pas fait commencer des choses et t'aurais perdu moins de temps. On s'en est vite aperçu, mais ils se doivent d'aller vraiment du plus simple vers le plus compliqué dans la démarche. Ok, donc ils te font quand même commencer en ayant espoir. D'accord. Oui, en ayant espoir. Bon, c'était difficile, c'était pas impossible, mais c'était difficile. Mais pas impossible. Et puis après, il a fallu passer à l'étape supérieure. Et du coup, Élise, tu disais que tu avais des prises de sang à faire tous les 2 jours. Comment tu fais quand tu travailles, quand tu as une vie à côté? Parce que c'est quand même un rythme qui est très effréné, quoi. Voilà, et en plus de parler de ce genre de choses à son employeur, on n'a pas forcément envie d'en parler parce que ça nous regarde, c'est déjà assez difficile psychologiquement et physiquement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un travail en fait où je commençais très tôt le matin, donc je faisais 7h30, 8h, 7h, 8h30, je gardais des enfants à domicile. Ensuite, j'avais une grande pause jusqu'à 17h, ce qui me permettait le matin d'aller faire tous mes examens. Et j'ai fait ça jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et ça a pris combien de temps du coup? Alors, j'ai commencé vraiment les traitements oraux, etc. En 2010. Et j'ai eu ma fille en 2014. Voilà, 4 ans. Et donc, moi, j'ai fait 2 inséminations artificielles qui n'ont rien donné. Même pas de début de grossesse ou autre. Donc, on est passé à la vitesse supérieure, donc à la fécondation in vitro. J'ai absolument pas été préparée psychologiquement à ce qu'il allait m'arriver. Mais j'ai pas réfléchi, en fait. J'étais tellement à fond dans mon projet. Avec le papa, on était... voilà... que je me suis pas posé de questions ni sur ma santé, ni sur ce qui allait m'arriver. Ma maman, elle, était inquiète, bizarrement. Donc, je pense qu'elle avait déjà eu des infos que moi, j'avais pas eues. Mais j'étais effrontée. J'étais lancée et je voulais que personne, en fait, m'arrête jusqu'à temps que j'arrive à obtenir... Et du coup, de quelles informations tu disposais pas, justement, sur... les dangers que ça pouvait avoir sur ta santé, sur ton corps, etc. Il faut savoir que quand on fait des inséminations, on a un beaucoup plus petit dosage au niveau des piqûres, des injections qu'on se fait dans le ventre, que quand on fait une fécondation in vitro. Parce qu'une fécondation in vitro, on va aller ponctionner nos ovocytes. Alors que l'insémination, on injecte directement le sperme et c'est au spermatozoïde de trouver l'ovule qui est en nous et de se développer ou pas. Là, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que nous, ils viennent prélever nos ovocytes. Donc, ça, c'est une opération déjà. Alors déjà, voilà, c'est ça. Donc normalement, ça peut se faire sous anesthésie locale. Moi, j'ai refusé. J'ai demandé une anesthésie générale dans le sens où j'avais déjà assez souffert.
et que je pense qu'il était temps pour moi de pas... Enfin, je me sentais pas capable. Donc du coup, oui, je l'ai fait sous anesthésie générale. Et là où j'aurais aimé être prévenue, c'est des complications que j'ai eues derrière. Pas du tout par rapport à l'anesthésie, par rapport à la ponction d'ovocytes. On m'a hyper stimulée, c'est-à-dire que j'avais énormément d'ovules qui étaient fécondables, du coup, une fois qu'ils ont été prélevés. Le problème, c'est qu'on m'a hyper stimulée. Du coup, j'ai fait une hyperstimulation ovarienne. Ça équivaut à... J'avais 4 kilos d'acide dans le ventre. En fait, j'avais tous les organes qui trempaient dans l'acide. Qu'est-ce que c'est l'acide ? L'acide, c'est un liquide... Je sais que dans certaines maladies, effectivement, ça fait gonfler le voilà. ventre. Donc en gros, j'avais l'impression d'être enceinte, mais je ne l'étais pas. Sauf que en fait, je suis rentrée à 8h du matin, je devais sortir à 14h, c'est en ambulatoire. Je suis ressortie 3 semaines après. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, il fallait que l'acide s'en aille. J'ai attrapé aussi une infection au rein qui a failli me coûter la vie. Donc, une maladie du coup attrapée à l'hôpital. Oui, parce qu'on m'a sondée urinairement vu que je ne pouvais pas me lever suite à la ponction. Et du coup, la sonde devait peut-être avoir une bactérie ou je ne sais pas. Et voilà. Donc j'ai eu une infection nosocomiale, comme on appelle ça, qui est une pyélonéphrite aiguë droite, donc du rein. Donc j'ai dû en plus après être traitée par intraveineuse à l'hôpital pour soigner cette infection qui aurait pu me coûter mon rein. Dieu merci, c'est pas le cas. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles. Dès que j'ai une infection urinaire, je suis mise directement sous antibiotiques. Et sans compter que du coup, les embryons, on en a obtenu... alors le nombre exact, je ne sais plus, mais il y en avait quand même pas mal, 7 ou 8 qui étaient bien. Et que normalement, on te remet les embryons frais le lendemain ou 2 jours après de ta ponction. Sauf que moi, ça n'a pas été le cas, vu que j'ai eu des complications. Mais c'était pas possible du coup de le faire tout de suite. Voilà, donc je devais me soigner. Ils ont été congelés. Ça, c'était au mois de juillet. Et on me les a implantés du coup au mois d'octobre. Parce que j'ai dû laisser mon corps se reposer à cause de tous les dégâts que ça avait fait. Et quand l'embryon n'est pas frais, t'as moins de chances de tomber enceinte ou ça n'a rien à voir ? Pas du tout, rien à voir. La preuve, ça a fonctionné. Alors moi, ça n'a pas fonctionné la première fois. On avait décidé de mettre qu'un seul embryon. Parce ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si Martine avait été informée à l'époque, c'est que les embryons peuvent se diviser. C'est-à-dire que même si on t'en met un, finalement, tu peux être enceinte de 2 enfants. Si on t'en met 2, tu peux en avoir 4. Je me souviens pas. Oui, d'accord. Moi, j'ai été informée de ça, par contre. Voilà, donc j'ai mis un premier embryon congelé, échec. Voilà, pas tombée enceinte du tout, etc. Mon médecin me demande de faire une pause, donc la pause légale au niveau de mon cycle. J'ai refusé. J'avais attendu trop longtemps entre juillet et octobre, je voulais plus attendre. Et avec le papa, on a décidé d'en mettre 2 en se disant que voilà, ça nous offrirait peut-être une chance de plus. Et cette chance est arrivée. Cette chance est arrivée. Elle s'appelle Shana et elle a 8 ans. Et quand tu apprends la première fois que ça marche pas, tu as un accompagnement, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider ou parce que ça doit quand même être une nouvelle... Enfin, c'est pas juste la mauvaise nouvelle de pas être enceinte, c'est tu vis un parcours du combattant, ça marche pas et quelqu'un devrait être là pour t'accompagner, quoi. Alors en fait, du début à la fin, personne ne t'accompagne. T'as pas vu un psychologue, un psychiatre, rien ? Personne, non. Rien. Ça n'a pas du tout été un suivi qui t'a été proposé non, pas du tout. Par tes médecins ou l'hôpital ? Non, du tout. Absolument pas. En fait, c'est... Parce que je trouve que c'est un parcours qui est extrêmement lourd. Et même quand tu dis... Ça, c'était en juillet quand on t'a fait la ponction et qu'on t'a inséminé en octobre. Que émotionnellement, ça avait été un peu dur, je pense, long. Peut-être l'espoir du coup de le faire rapidement et qu'au final ça dure, c'était peut-être aussi un poids supplémentaire. Du coup ça a été la douche froide, la grosse déception de pas pouvoir être qu'on puisse pas m'implanter l'embryon 48 heures après et les semaines passant, l'hospitalisation passant, on m'a bien expliqué que ça allait pas être tout de suite et l'accepter ça a été très compliqué. Après là, comme disait Martine tout à l'heure, c'est une question de survie en fait. Là mon corps il disait stop et j'ai eu trop de complications. D'ailleurs, même en étant sortie de l'hôpital, quelques semaines après, j'ai dû y retourner pour le même genre d'infection au rein.
Donc j'ai décidé de faire une coupure, de partir en vacances et puis d'attendre patiemment qu'on me donne le feu vert pour recommencer. La deuxième fois, ça a été du coup la bonne. Et je me demandais, quand tu tombes enceinte par une FIV, est-ce que le suivi est plus poussé? Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent quand tu as une grossesse qui se fait de manière classique? Alors oui, dans les débuts en tout cas, on est plus suivi au niveau, déjà ils font une échographie pour être sûr que que c'est bien placé, parce que ça peut se développer aussi dans les trompes, etc. Un embryon, donc là on te fait une échographie à je crois 5 semaines d'aménorrhée, ce qui fait 3 semaines de grossesse réelle, et puis après une autre à 7 semaines d'aménorrhée, il me semble. Et puis ensuite, c'est un suivi classique. De toutes les manières, la fausse couche, ça peut être présente à tout moment de la grossesse, surtout dans les débuts. Et on m'avait implanté 2 embryons, j'en ai quand même gardé qu'un. Donc après, c'est vrai que je me suis posé la question de où était le deuxième, puisque je n'ai pas eu mes règles. C'est des questions qu'on se pose. Moi, je sais pas toi, Martine, mais c'était des questions que je me posais en fait. Est-ce que d'ailleurs, il n'y a pas un peu une culpabilité de se dire c'est ma faute, j'ai pas fait quelque chose de bien? Parce que très souvent, en tant que femme, on porte beaucoup plus que les hommes la responsabilité de la grossesse, d'avoir un enfant. Est-ce que ça, vous avez ressenti ça? Non. Moi, oui. Peut-être simplement la proximité, l'entente du couple. On était tous les deux, donc vraiment côte à côte et Soudés. Et très soudés, effectivement. Et ça nous a certainement aidé à traverser ces moments de déception, de creux. Maintenant, c'est pas simple. Oui, parce que là, tu nous dis que toi, tu te sentais coupable, Élise. J'imagine, vu tout ce que vous nous avez raconté, que ça a forcément un impact sur la vie de couple, ce type de traitement. Ah oui, l'impact, effectivement, il ne peut que consolider le couple. Si le couple est uni, il va tenir. À mon époque, moi je le voyais comme ça. Et si c'est un peu qui tout double. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était une lutte ensemble de chaque instant, et il y en avait toujours un pour rattraper l'autre. Oui, voilà, c'était quand ça n'allait pas trop bien. Qui faiblit un peu, l'autre est tout là à pour fait. reprendre la relève. Ouais. Après, moi, non, si, on était quand même tous les deux partants sur le projet, etc. Il n'y a pas de souci, mais le problème, c'est que c'est la femme qui subit tout, quoi. Et alors l'homme, il subit nos mauvaises humeurs, etc. Mais lui, il comprend pas forcément, parce que les symptômes que nous, on a, il les a pas. Et moi, du coup, ça a créé une incompréhension, oui, dans mon couple. Et moi, j'avais beaucoup de colère, en fait, contre le fait de pas réussir. Et aussi, oui, d'une certaine façon, pourquoi c'est moi qui dois tout subir et d'être pas forcément tout le temps comprise. Les démarches, c'est nous, les prises de sang, c'est nous, les échographies, c'est nous. Eux, en fait, ils continuent leur vie normale. Oui. Et ils attendent juste le positif ou le négatif. Après, voilà, quand j'ai eu des vraies complications, il a été très présent. Mais il faut qu'il y ait eu vraiment quelque chose de gros, le quotidien, à l'expliquer tous les soirs, parce que c'est tous les soirs à la même heure, les injections. Donc vous pouvez pas sortir chez des amis. On n'en a pas parlé, mais oui, c'est vrai que c'est... Vous avez plus de vie pendant ce moment de stimulation, en fait. Il faut savoir que les injections doivent être conservées au frigo. Donc parfois, j'étais invitée chez des amis et je me disais... mais comment je vais faire? Je vais pas aller me piquer dans les toilettes. Ce qu'il faut savoir aussi, alors c'est vraiment ça, je l'ai très mal vécu. On vous stimule, etc., etc. Le bon moment arrive bientôt et là, le centre de PMA vous dit qu'il ferme pour des vacances. D'accord, mais en fait, je suis en pleine stimulation, je suis prête à... désolée, madame, on va arrêter la stimulation parce que là, le centre, il ferme pour vacances pendant 2 semaines, donc vous reprendrez le cycle prochain. Et d'ailleurs, tu disais, Elise, que tu étais surstimulée, donc est-ce que ce type de traitement peut te rendre plus fertile après? Mettons, tu as eu un enfant par la PMA, c'est possible de tomber enceinte naturellement derrière parce que justement ton corps produit plus, ou une fois que tu arrêtes le traitement, tout s'arrête? J'en ai aucune idée, je vais pas mentir sur le sujet.
Après, pour mon expérience, du coup, on peut tomber finalement... Enfin, je suis tombée enceinte. Ensuite, on s'est séparés avec le papa de Shana quand elle avait 2 ans et demi. Rien à voir avec la FIV. Bon, peut-être que ça avait aussi un petit peu... abîmer notre couple, fragiliser notre couple, mais c'était... Et avoir un enfant, ça fragilise aussi. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas les raisons principales de notre rupture. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je suis restée 3 ans avec et au bout de 5 mois, j'ai décidé de pas reprendre de contraception vu qu'on m'avait dit que je pouvais pas tomber enceinte. Et au bout de 5 mois, je suis tombée enceinte. Naturellement. Okay. Bon, je l'ai pas gardé, mais c'était des raisons vraiment personnelles. Et puis actuellement, j'ai un petit garçon qui a 2 ans et qui a été conçu en 1 mois et demi, sans aucune stimulation, naturellement. Et ça, quand tu tombes enceinte, tu te dis quoi ? Parce que j'imagine que quand tu as vécu un parcours comme le tien, qu'est-ce que tu te dis quand ça arrive alors qu'on te dit ça n'arrivera pas, en gros, c'est pas la peine de prendre la pilule ou autre. Voilà. Alors déjà, j'avais refusé de reprendre un moyen de contraception qui était hormonal, donc pilule, implant, etc. C'était non. J'avais eu trop d'hormones. J'avais mis un stérilet en cuivre, je ne l'ai pas supporté, j'avais trop d'hémorragie, etc. Donc j'avais rien pris. Et je me dis que c'est pas possible, le test il se trompe et je ne suis pas enceinte. Et voilà. Donc c'est pas possible quoi. Non, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Mais du coup, les médecins, personne t'a dit qu'il y avait possibilité que tu puisses tomber enceinte plus facilement après ta FIV ? C'est pas une information qu'on t'a donnée ou je sais pas si alors, il y a des études qui ont été faites dessus ou pas. Mais j'avoue que j'en ai pas le souvenir. On m'avait dit aussi que ça pouvait arriver naturellement. Donc en fait, je crois vraiment que c'est... Enfin, là, il n'y a pas trop d'explications sur le sujet. En fait. Il y a bien des gens qui commencent une procédure d'adoption. Oui. Et puis pendant ce temps-là, la dame elle tombe enceinte alors que ça fait 10 ans. Ça, j'en ai déjà entendu. Alors on parle beaucoup du psychologique, oui je suis d'accord. Vous dire qu'il faut pas y penser, oui mais quand tu te piques tous les soirs, t'es obligé de penser qu'à ça. Quand t'as un rendez-vous d'écho et de prise de sang tous les 2 jours, c'est pour ça. Quand t'es dans les traitements, c'est comme quand tu te soignes une maladie. Oui bien sûr, tu peux que y penser. C'est voilà. Je sais pas du tout si avoir un deuxième enfant c'était un projet, mais est-ce que t'aurais refait une FIV pour avoir un autre enfant si t'avais souhaité en avoir un deuxième ou pour toi c'était terminé ? Non, alors j'avais encore des embryons congelés qui étaient viables, qu'on aurait pu me réimplanter. Il faut savoir qu'ils les gardent 5 ans. Alors je ne sais pas si depuis 8 ans ça a changé ou pas, mais au congélateur, du moins, ils les gardent de l'hôpital, ils les gardent 5 ans. Et on nous envoie tous les ans un document pour savoir si on souhaite les conserver, les donner à des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou les faire détruire. Et au bout de 5 ans, en fait, ils sont détruits automatiquement si on ne fait pas suite. Et du coup, non, c'était pas dans mes projets. J'ai eu trop de complications. J'ai vu ma vie défiler. Non, c'était pas dans mes projets. Mais du coup, il est arrivé. De cette façon. Mais il est arrivé pendant le confinement, bien évidemment. Voilà, et on s'ennuyait un peu. Et voilà, bébé surprise et voilà, bébé bonheur maintenant. Donc, et 2 grossesses très différentes aussi. Et est-ce que vous auriez peut-être toutes les deux un conseil à donner à des femmes ou des couples même qui se lancent dans la fécondation in vitro, qui auraient des choses qui pourraient tirer de votre expérience, qui pourraient peut-être les aider ? Je pense qu'il faut avoir une très bonne motivation et qu'il faut se cramponner. Il faut vraiment en faire la priorité et ne pas s'arrêter en chemin parce que ça vaut le coup. Bon, même si dans mon cas ça n'a pas été concluant, le jeu en vaut la chandelle quand même. Mais il faut vraiment se cramponner à ce projet. Mais ces personnes-là, si elles peuvent être suivies psychologiquement, ce serait vraiment un plus. Après, il faut savoir que les consultations avec des psychologues privés, c'est 60 € la séance, c'est pas remboursé. Donc je pense que ce serait bien qu'il y ait des choses qui soient mises en place. À part des réunions d'information collective, on ne nous propose rien. Après, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir avant de se lancer non plus, parce que sinon on risquerait... Tu réfléchis trop. Je pense que oui. Je pense que si j'avais su tout ça, maintenant c'est loin pour moi, c'était il y a 8 ans, mais j'aurais peut-être réfléchi plus. Donc
voilà, ça a des conséquences. Après, il y a des FIV qui se passent très bien. Hein. Moi, j'en ai autour de moi. Au bout de 2 jours, elle a été implantée, d'embryon frais, pas de complications post la ponction d'ovocytes. Enfin, voilà. Oui, je veux dire, c'est pas une généralité. Mon cas n'est pas une généralité. Mais il faut savoir que ça arrive. Et il y a eu d'autres choses. Quand j'ai eu ça, moi, il y avait une dame en même temps que moi qui a fait une embolie pulmonaire. Et liée au traitement. Oui, donc il y a quand même des choses. Il y a des risques et il faut s'informer. Oui, il faut le savoir parce que finalement. Ce ne sont pas des produits anodins du tout. Hein. Oui, bien sûr. De mon côté, mon mari et moi, on a eu vraiment la chance d'être pris en charge par une équipe qui nous a vraiment motivés et qui nous a conseillés, qui nous a soutenus aussi. C'est bien, et ça, c'était vraiment une chance parce que c'était quand même un parcours très difficile. Quand même dans, oui. Et c'était donc à Poissy, à l'hôpital de Poissy à l'époque. Et moi aussi, du coup, c'était à Poissy, mais c'était du coup bien après. Et j'ai pas du tout eu ce type d'accompagnement, malheureusement. En plus, avec l'époque qui a évolué, on est quand même beaucoup dans tout ce qui est psychologie, etc. Donc ça me laisse un peu sans voix. Et il faut savoir que je voyais le même médecin pour avoir mes prescriptions de traitement. Par contre, tout ce qui est échographie, prise de sang, bon, c'est normal, mais tout ce qui est échographie, en fait, tous les 2 jours, vous ne voyez pas la même personne. Après, vous passez votre temps à baisser votre pantalon, et puis il faut savoir que c'est en endovaginal, parce que comme c'est petit, voilà, c'est pas sur le ventre, donc il y a aussi l'acte. Hein, oui, l'intimité. En fait, vous avez l'impression d'être franchement un objet, quoi. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Maintenant, j'ai une fille merveilleuse qui a 8 ans et je ne regrette pas du tout. Mais ce n'est pas un parcours qui a été facile. Ouais. C'est le parcours du combattant. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous. De rien. D'être livré à notre micro. On espère que ces témoignages vous auront permis de vous sentir moins seul et que les conseils de nos invités pourront vous être utiles. Et si jamais le sujet vous intéresse, on pourra refaire un épisode avec un professionnel de santé qui pourra réagir à ces témoignages et nous parler de la pratique aujourd'hui. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!